Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit son meilleur indique, Johan Les Bons Tuyaux, monsieur Johan Orzulik. Salut Raphaël et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi surtout d'avoir répondu présent et d'avoir accepté le jeu de cet interrogatoire, j'ai envie de dire, face à face. Et je rappelle quand même tout de suite que tu es l'un des auteurs talentueux donc de la chaîne Le Ciné Club de Monsieur Bobine sur YouTube, rédacteur donc pour l'excellent site furiosa.com et co-auteur du livre L'œuvre des Wachowski, la matrice d'un art social, et ça c'est paru chez Sword Édition, donc on vous conseille vivement de foncer sur tout ça, c'est vraiment un beau travail d'orfèvre. Johan, ce n'est vraiment pas ce que l'on appelle un cave, donc merci encore une fois d'être ici avec moi, cela me touche beaucoup, d'autant plus pour évoquer un film que l'on a adoré tous les deux. Alors avant de commencer, justement, c'est la tradition non bien connue des services de police avec chaque invité, on va établir comme ça ta fiche signalétique en deux petites questions. Johan, quelle est ta définition d'un bon polar ? Tout simplement, c'est questionner la complexité de la nature humaine et de la société dans laquelle on vit en général, et donc de toutes les questions philosophiques qui en découlent, ou humaines, etc., enfin, à travers une enquête. Tout simplement. Et justement, quel est ton polar préféré au cinéma ? Alors, mon polar préféré, c'est à ce jour, et bon, ça restera probablement encore pendant très 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 longtemps, c'est Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est le film qu'il a fait connaître vraiment en Occident, et qui est en fait donc l'histoire vraie pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, qui est une histoire vraie de tueurs en série ayant agi en Corée du Sud dans les années 80, et qui est en fait un film moi que j'affectionne particulièrement, aussi bien en termes de polar à proprement parler que dans l'atmosphère même du film, les personnages, la dynamique de groupe notamment. C'est un film qui parle beaucoup d'une enquête au sens collectif du terme, et d'ailleurs le film dont on va parler après parle justement d'enquête sur un plan collectif. Et en fait, je pense que ce qui m'a touché dans le film, c'est vraiment, en termes de vision globale, c'est son humanisme brisé. Et ça fait partie de ces films qui sont, sans essayer d'être pompeux, mais qui font partie de mon identité cinéphile. Bon, c'est des films de cœur, voilà. C'est au-delà même du polar, c'est que c'est un de mes films de cœur et tout. C'est un film qui est matriciel et qui est vraiment tellement ancré dans la culture coréenne qu'il en a universel dans son propos sur ce que c'est en fait finalement d'être société et d'être humain. C'est un film fondateur de notre cinéphilie et je pense qu'on reviendra un de ces jours sur ce film dans le podcast. Alors du coup, nouveau numéro, nouvelle affaire, et cette fois-ci on se penche sur l'excellent Misanthrope, sorti il y a quelques mois à peine, un film très récent donc, du cinéaste argentin plus que prometteur Damian Sifron, et avec entre autres Shailene Woodley et Ben Mendelsohn. Johan, tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue ? C'est un petit exercice un petit peu difficile. Je le dis et je le répète, je suis nul, mais vraiment nul de chez nul pour faire les résumés et synopsis de films, donc je vous donne celui que j'ai fait, celui que j'ai lu sur Allociné. Donc on suit le parcours de Eleanor Falco, qui est une jeune enquêtrice au lourd passé et qui est appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Eleanor, quant à elle, se trouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. Alors effectivement, c'est un film de Damian Sifron, réalisateur qu'on a découvert du moins en Occident avec son film Les Nouveaux Sauvages, sorti en 2014. C'était vraiment un uppercut qu'on a découvert au Festival de Cannes, un film produit par LDCO, donc la boîte de production des frères Almodovar. Un film à sketch, un film très mordant, très méchant, très cynique sur nos modes de vie, on va dire, modernes et contemporains. Et depuis, on l'avait un peu perdu de vue. Le bonhomme a fait pas mal de projets, on pourrait dire, avortés, malheureusement. Il a été contacté à un moment donné par DC Comics pour faire l'adaptation d'un comic book. Ça n'a pas vu le jour. Il a pas mal travaillé aussi sur l'adaptation de la série télé L'homme qui valait 3 milliards, avec entre autres Mark Wahlberg. Un film donc à la base qui devait être produit par la Weinstein Company. Il y a eu l'affaire MeToo, donc le projet a changé de main, il est passé à la Warner, et puis après il y a eu les fameuses
divergences artistiques entre lui et le studio qui ont fait que le projet malheureusement n'a pas vu le jour sous cette forme. Et il a fait dernièrement aussi un opéra avec un chef d'orchestre argentin à Berlin, donc un changement de registre. Et malheureusement, c'est vrai que le film Misanthrope, au tout début, en fait, devait être tourné en mars 2020. Patatras, il y a eu la pandémie de Covid qui débarque à ce moment précis. Le film est repoussé, il retourne à Buenos Aires pendant 1 an, il réécrit un petit peu le projet, il remodèle le tout et ça donne ce film que personne, du moins dans mon entourage, a vu venir, j'ai l'impression. Le film, moi, j'ai juste vu un poster comme ça qui m'a intrigué et qui m'a emmené voir le film, je me rappelle, un dimanche matin, là, ce printemps. Je dois l'avouer, j'avais un peu la gueule de bois, café, médicaments, mal de tête, et on voit ce début qui est pétrifiant, qui donne le ton tout de suite, un quart d'heure, une ouverture magistrale, une maîtrise totale, un chaos comme ça qui s'abat sur la ville, qui fait d'ailleurs très d'Ortiari, hein, le film de Don Siegel. On y reviendra, je pense, hein, le fameux tueur Scorpio. Et pour avoir revu le film hier à la maison, le film commence donc sur des grosses fêtes à Baltimore. On est le 31 décembre, c'est le nouvel an, des feux d'artifice. Ça va très vite hein, au début, on est direct dans l'intrigue. Et il y a un côté, je trouve, il y a 2-3 notes comme ça. Il y a des sortes d'émissions, on voit beaucoup les médias dans le film, qui a une sorte de jingle moi, qui m'a rappelé bizarrement. Ça n'a rien à voir puisque c'est vraiment pas une référence du film, mais All That Jazz de Bob Fosse. Et j'ai presque l'impression que c'est quelques notes de musique, donc que le spectacle commence, couplé avec ce début très 70s, on va dire, donne vraiment le ton, la note d'intention, on pourrait dire, du film, qui est vraiment ancrée dans certaines références cinématographiques, très 70s. Peur sur la ville, par exemple, chez nous. L'Humette aussi, pour la description, on va dire, d'une société, puis les rouages politiques et judiciaires et policiers, en fait, dans laquelle l'intrigue va s'imbriquer. Et surtout, des thrillers des années 90. Et oui, forcément, c'est la référence ultime. Ben, en fait, si tu veux, c'est que c'est le film, en fait, en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est une relecture d'un sous-genre qui était très populaire des années 90 et donc passé cette scène d'intro monstrueuse va aller vers les rives d'un sous-genre très populaire de cette époque qui était ce qu'on appelait le thriller apocalyptique. Alors, qui est un thriller qui officiellement est né avec le succès de Seven de David Fincher, même si on pourrait dire que par exemple un film comme le troisième opus de l'Exorciste avec George C. Scott qui a été tourné quelques années auparavant, annonce clairement ce genre-là. Alors pour faire très simple, donc le sous-genre, c'est un genre qui, en gros, parle du principe qu'on va plus explorer la psyché du tueur et qui va se confondre avec celle de l'enquêteur. C'est-à-dire que ça se passe souvent dans des grandes mégalopoles ou avec qui est souvent plongé dans le noir et sous la pluie, avec souvent en fait des références mystiques, voire bibliques, et donc notamment l'Apocalypse de Saint Jean, etc. Enfin voilà. Lié au film noir. Voilà, une ambiance visuelle aussi qui est très héritée du film noir et de l'expressionnisme allemand, voire même de l'explosion du vidéoclip qu'il y avait à cette époque. Et en fait, avec en arrière-plan une crise sociale, avec pour point d'orgue une vision nihiliste et apocalyptique du monde. Et en fait, c'est un genre, comme je disais, qui est né des années 90 et aussi des angoisses à l'approche de l'an 2000. Voilà. Et en fait, donc dans le sillage de Seven, il y avait eu tout un tas de copies, que ce soit Le Collectionneur, L'Ombre Blanche avec Steven Seagal, La Fin des Temps, et puis Résurrection. Christophe Lambert. Et 1+1=2, Les Vrais Savent. Vous-même, vous savez, si vous connaissez le film. Donc voilà, et en fait, ce qui est intéressant, donc en plus, c'est un film misanthrope pour en venir là. En plus, on est dans une période là, à l'heure actuelle, où on commence à arriver sur un gros revival cinématographique des années 90. Je rappelle que deux des plus grands succès de cette année sont une relecture de Truman Show et de Matrix, donc des récits gnostiques qu'il y avait à cette époque, donc en l'occurrence Barbie, et que l'autre plus gros succès, c'est une adaptation de jeux vidéo, c'est Super Mario Bros, qui étaient des genres aussi très populaires à cette époque, enfin du moins qui étaient présents. Et en fait, donc Misanthrope peut s'apparenter à ça.
Mais en fait, il emprunte pas, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il emprunte pas l'aspect doudou, quelque part, comme on dit à l'heure actuelle, de Survival. En fait, l'intelligence que va avoir Sifron, c'est qu'en fait, il va garder de Seven des éléments qui sont plus proches de ce genre, qui sont plus des éléments narratifs et thématiques. Bon, dans Seven, hérité, on va dire, d'un certain cinéma qui n'existait déjà plus dans les années 90 et qu'il arrive à réactiver à travers un regard beaucoup plus contemporain. Tout à fait. Et donc en fait, pour vous donner un exemple, il y a déjà, c'est-à-dire, moi, il y a un élément en fait qui est intéressant dans la fonction archétypale, c'est la manière dont est présenté le personnage d'Eleanor Falco. C'est-à-dire que c'est une simple, comme on dit, fliquette qui arrive dans un bar nocturne et qui est appelée en renfort, en urgence sur les lieux du crime. Et en fait, le fait de placer cette fliquette, la première présentation dans un diner banal américain, ça à la fois ça crée une connexion avec ce sous-genre, enfin du moins les néo-noirs des années 90. Je pense notamment aux personnages secondaires plutôt qu'il y avait dans des films comme The Crow, c'est le personnage que jouait Ernie Hudson et puis la petite fille, et aussi par exemple les relectures hongkongaises comme il pouvait y avoir, notamment je pense aux Anges déchus de Wong Kar-wai. Et pourquoi je cite ces deux-là, parce que c'était souvent des scènes de personnages secondaires dans des diners. Et en fait, ça introduit l'idée des gens ordinaires. Dans le côté ordinaire et la vie des flics, il y a quelque chose vraiment de très à l'ancienne, hein, puisqu'il se place vraiment de ce point de vue. Hein. Sifron, c'est un gros amateur du cinéma américain. Par exemple, il adore le Superman de Richard Donner à l'époque, un film très 70s aussi. Ce côté, à l'époque, on arrivait à croquer aussi la vie des enquêteurs. C'est-à-dire, on a dit d'Ortiari, par exemple, on voit la vie de Callahan, il nourrit ses chats. On retrouve ça dans le privé, par exemple, de Robert Altman avec Elliot Gould, le Cercle Rouge, par exemple, en France, avec Bourvil, et on la voit, en fait, dans son quotidien. Après, justement, cette journée infernale, enfin, cette nuit plutôt infernale, ces ténèbres qui s'abattent comme ça sur la ville de Baltimore, elle rentre chez elle, on la voit nourrir son chat, elle va aux toilettes, et d'ailleurs, c'est très bien vu dès cette introduction chez elle, le rôle de la télévision qui est toujours là, présent, en contrepoint. Il y a la séquence aussi où elle va manger avec le mari de Ben Mendelsohn, une scène assez chaleureuse qu'on retrouvait dans Seven, d'ailleurs, ce repas avec Gwyneth Paltrow. Et en toile de fond, il y a toujours la télé qui est allumée. Il y a toujours une télé qui est soit sur les chaînes info continues, qui est en permanence sur la psychose en fait, que procure le tueur dans toute la ville et même dans tout le pays, ou bien des publicités. Parce que le film revient énormément, évidemment, sur, on va dire, nos modes de vie actuels, notre société actuelle occidentale, qui aliène, qui compresse les gens. Et ça, dès le début du film, il y a un plan qui est pour moi admirable. Il commence presque par ça, le film. Tu vois la ville, en fait, à l'envers. Et à chaque fois qu'il y aura une tuerie, tu auras un plan à l'envers. Il y a un plan dans le film aussi où elle va nager, elle se baigne, et juste après, tu as une autre tuerie dans un centre commercial. Et d'ailleurs, il y a aussi la scène où, justement, comme tu dis, la scène où elle est présentée, l'idée de Jenny, c'est de rejouer sur des perspectives, c'est-à-dire quand elle se dirige vers l'immeuble, l'idée d'être écrasée à la fois par le poids de la vie, ce qui était très commun dans ce genre de film de cette époque, l'influence encore une fois du néo-noir. C'est un truc très graphique, très BD, et comme tu dis, le plan, parce qu'en fait, ça joue en fait au début, elle va dans la pièce qui est détruite, qui est censée être la pièce où a agi le tueur, et en fait, il y a une sensation de chute et qui crée un effet miroir. Et on voit tout de suite, à travers cette scène, son regard et son intelligence. Il y a un regard qu'elle lance après l'explosion de l'appartement où le tueur a tiré. Elle regarde les toilettes et on voit le flic, on va dire, le vieux de la vieille, qui comprend, qu'elle comprend. Et à partir de là, il se dit, elle a un truc. Elle comprend ce mec. Et c'est vrai qu'en fait, le film marche beaucoup en miroir, c'est-à-dire comme Le Silence des agneaux, qu'on évoquait aussi entre nous hors antenne. Elle comprend le tueur parce qu'elle est comme le tueur. Misanthrope, c'est un excellent titre, parce que ce sont des misanthropes. Il y a elle, il y a effectivement son chef, et évidemment ce tueur, qui touche du doigt quelque chose de notre monde moderne, comme une sorte d'entonnoir inversé. C'est-à-dire on part d'un truc, un fait divers assez sordide, et Sifron, voilà, ouvre le champ des possibles. Il y a vraiment un point de vue philosophique, une sorte de questionnement sur qu'est-ce que c'est que la norme. Et il nous dit presque, j'ai l'impression, parce qu'on est au fur et à mesure du côté du tueur, du moins on le comprend, on est en empathie avec lui, il se dit presque, dans un monde qui est fou, qui est tordu, qui est malsain en fait, celui qui est le plus fou en fait est celui qui est aussi le plus logique. Il suit la trace d'un mode de pensée total.
Ça aussi, ça rejoint la philosophie qu'il y avait dans beaucoup de films des années 90, parce que ce que tu dis, c'est littéralement mot pour mot ce qu'il y avait dans une des scènes de l'Entre-deux de la folie de Carpenter, lorsque le personnage interprété par Julie Carmen parle à Sam Neill de la question de la folie, de la normalité, qu'en fait, lui, ça dépend de cette définition. Enfin, c'est la question du rapport entre l'individu et le collectif par rapport à la manière dont on perçoit la folie, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., en fonction, voilà. Et ça, c'est intéressant, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce discours cette thématique, pardon, qui était plus présente dans ce type de film, elle reste assez sobre, en fait. C'est là aussi que je trouve qu'il y a une forme d'humilité, ce qui évite, je trouve, au film, c'est-à-dire que même s'il va dans ce type de considération thématique qu'il y avait dans ce genre, de toute façon, si tu fais ce genre de film, quelque part, t'es obligé d'aller dedans, hein, faut l'assumer, hein. C'est les tropes du genre, hein, thématiques et tout. Donc, quelque part, c'est un peu la limite du film, mais en même temps, je trouve que par rapport à des films, je veux pas les citer, mais disons que des films plus contemporains qui ont essayé d'aller dans cette vague urbaine un peu sale, je trouve que c'est celui qui se distingue le mieux parce que d'une, il reste assez sobre par rapport à cette approche. Il a conscience dans quoi il s'embarque, et aussi parce que il y a une vraie question de la représentation de la ville au cinéma, qui va lui permettre de faire sa différence. C'est-à-dire que quand tu prenais Seven, ou même plus récemment, tu ne voulais pas citer, mais bon, Batman, le Batman de Matrix, commence de la même manière. Commence de la même manière, et puis parce que c'est aussi un film qui cherche à être une relecture de Seven, mais la différence, c'est que là où tu restes dans un héritage qui est expressionniste, chez Damien Friesen, tu as un héritage, je dirais pas naturaliste, mais qui est beaucoup plus proche du quotidien, en fait. Et à travers cette dimension du quotidien, tu vas justement retrouver une remise en avant à travers justement des figurants dans le cadre, etc., des lignes de fuite, toujours. Je joue beaucoup sur la transparence, les vitres, les rotations dans l'axe aussi. Cette idée qu'en fait la ville, ça paraît être un trope bateau, mais c'est pas anodin, redevient un personnage de cinéma à part entière. La ville réexiste en tant qu'entité cinématographique, avec ses habitants qui la constituent. Et j'avais souligné ça effectivement à l'époque. C'est vrai que le film forme presque une trilogie de la ville, avec 2 films qui sont sortis dernièrement et qu'on a adoré aussi tous les deux. Donc Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano et Limbo de Choi Cheong, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal à prononcer, donc excusez-moi pour la mauvaise prononciation du nom du réalisateur. Et pourtant, quel film. En tout cas, c'est 3 films avec une vraie importance de la ville, qui est vraiment vu comme un personnage propre, qui influe sur les personnages et sur le récit. Alors effectivement, c'est propre au polar, ça, quand même, cette question urbaine qui est la plupart du temps assez présente. Mais ici, c'est trois villes, donc vraiment très ancrées, très réalistes, qui véhiculent un certain type de cinéma. Ici, c'est Baltimore. Milan, donc du coup, pour La dernière nuit d'amour, le titre italien est bien meilleur, hein. Et donc Hong Kong pour Limbo. Baltimore, c'est quand même la ville, justement, du silence des agneaux. Mais dernièrement, c'est aussi la ville, et je pense que c'est une vraie importance, de The Wire, la série de David Simon, qui te montre justement l'impuissance des autorités judiciaires et policières sur une ville, la corruption généralisée. Milan, c'est la ville du poliziotesco, et Hong Kong, c'est évidemment, tu connais mieux que moi, le Heroic Bloodshed, c'est-à-dire Stewart, John Woo, Ringo Lam, Johnny To. Ça te montre dans les 3 cas différentes strates, différentes classes sociales, différents quartiers, où vivent des populations différentes qui n'ont pas exactement les mêmes problèmes. Et ces 3 films, voilà, qui témoignent, on pourrait dire, d'un questionnement moral sur ceux qui représentent la loi et de la déliquescence vraiment des sociétés modernes. Et dans les 3 films, d'ailleurs, on voit beaucoup les déchets. Ce qu'on jette, en fait, l'individu, c'est comme des objets qu'on peut balancer directement à la décharge. Ça rejoint sur ce que je dis tout à l'heure, c'est que ça pourrait être un raisonnement qui fait très caricatural et tout, mais en fait qui est fait de manière suffisamment sobre pour que tu puisses suivre, tu puisses entre guillemets adhérer au film en soi, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt relativement sobre. Et en fait, la chose qui est importante, en fait, dans les modifications que va faire sur les archétypes, c'est pas de cette époque, c'est que tu as 2 choses. La première, c'est le tueur. C'est un mass murder et qui en fait fait écho. Ça aussi, c'est une chose qui est assez maligne dans le bon sens du terme dans le film de Strivon, de réactualiser cette idée, donc ce fameux tueur omniscient qui justement était très présent aussi bien dans les Seven, Like,
que dans les giallo, etc. Cette idée de tueur insaisissable qui domine la ville, etc. Même d'ailleurs aussi, j'y pense, dans Une journée en enfer aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Simon Says, qui met la terreur aussi. Et aussi, je pensais à un autre exemple, je me permets, c'est le film coréen The Chaser de Na Hong-jin, qui lui est génial parce que eux, ils ont déjà arrêté le tueur, mais il est quand même omniscient en étant encerclé, ils ont un temps limité. Mais ça rejoint cette thématique. Mais là, je te coupe en plus, mais en plus, on vous cite que des films de pays et de cultures différentes, ce qui vous montre bien que c'est une idée qui est vraiment universelle. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il va réactualiser cette idée du mass murder. Déjà, il n'a pas une stature iconique, entre guillemets, comme peut l'avoir d'autres tueurs en série. Et en fait, c'est un monsieur tout le monde. Et en fait, t'as l'idée, en fait, d'évoquer, en fait, le phénomène des mass murder, qu'il y a notamment aux États-Unis. Il a écrit le film bien avant. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de... Il l'évoque hein, dans le film, on parle de Las Vegas, il y a eu 58 morts, et il te dit le maire de la ville, ça n'a pas empêché Céline Dion de faire son concert au Caesar Palace le lendemain, donc c'est vraiment un sujet très actuel aussi aux États-Unis. Hein. C'est ça, avec l'émergence aussi des médias, en fait, enfin les nouveaux médias, la manière dont les nouveaux médias jouent le jeu des mass murders, qui influent en fait sur à la fois la ville, etc. Et deuxième chose, et sur le processus même du tueur et la peur qu'il engendre. Et aussi qui crée du crime, puisqu'on voit dans le film aussi des gens affiliés à l'extrême droite, au Ku Klux Klan, qui veulent monter une sorte d'armée, ils sont innocents, mais du coup ça rajoute une couche supplémentaire encore de violence. C'est ça. Et en fait, l'autre truc qui est intéressant, c'est que par rapport à Seven, où tu avais encore une dynamique très film noir des années 40, bah d'ailleurs ça se retrouvait même dans le look de Somerset, donc de Morgan Freeman, là tu as une dimension, donc un duo d'individus, avec thématique buddy movie, là tu es plus dans une sensation de collectif, parce que en fait c'est un trio qui enquête, déjà de base, et en fait, c'est que le trio a une importance dans le récit, c'est-à-dire qu'ils sont, même si Eddie Falco et la relation qu'a avec Landman sont le principal axe du narratif et psychologique du film, tu as également donc leur assistant et en fait tous les flics qui sont aux alentours. Donc ce qui fait que tu as une vraie sensation de collectif qui enquête. Et ça, c'est différent des films à la Seven, etc., qu'il y avait à cette époque-là. Donc il y a une idée en fait de remettre en avant le collectif. C'est-à-dire où il y a un côté presque film dossier en fait. C'est-à-dire que c'est une question simple. Comment tu fais théoriquement pour arrêter un individu anonyme, omniprésent, j'ai envie de dire, et qui en plus n'a aucune revendication. Au début, on pense que ça peut être un terroriste. Sauf qu'il le dit, un terroriste, ce qu'il veut, c'est que ça se sache. Or, ce gars, c'est une vraie énigme. Et j'ai l'impression aussi, et on l'a pas souligné, mais que il est argentin. Damien Cifron, ne l'oublions pas, et que ça aussi, c'est un truc qui a existé à Hollywood et qui est moins le cas à l'heure actuelle. Ces réalisateurs étrangers qui venaient d'ailleurs et qui donnaient leur point de vue sur la société américaine. On peut en citer deux à deux époques différentes qui ont fait des polars. Je pense à Billy Wilder, qui était autrichien, ou bien Paul Verhoeven, en Robocop, Basic Instinct, qui vient lui de Hollande et qui dit d'une manière très sarcastique quelque chose sur le monde qui les entoure. Et ça, c'est aussi quelque chose de très cohérent. Alors malheureusement, j'ai essayé de les chercher pour l'émission, j'ai pas pu les trouver. Il a fait quelques films avant, donc du coup en Argentine, Damien Cifron, avant de faire Les Nouveaux Sauvages. Mais il y a quelque chose en tout cas qui vit juste dans Les Nouveaux Sauvages. Donc le premier sketch, il est assez court, hein, c'est le tout début. Et là on est déjà en fait dans les misanthropes, j'ai failli dire, parce que c'est ça en fait le film. Hein. C'est un pilote d'avion en fait qui rassemble en fait tous les gens qui l'ont fait chier dans sa vie dans un avion, personne ne le sait, hein, et qui va littéralement cracher en fait cet avion pour les tuer absolument tous pour se venger. Et ce qui est marrant, c'est le crash aérien en fait de l'A320 de la Germanwings qui s'est déroulé en 2015. Donc il y a vraiment un côté chez lui clairvoyant, j'ai envie de dire, oui, sur nos mondes actuels et qui préfigure déjà ce qu'il va faire par la suite et qui montre tout de suite une cohérence parce que il y a vraiment une thématique entre ces deux tueurs et au final t'es presque avec lui en fait quand tu comprends en fait ses motivations réelles, t'es en empathie avec lui. C'est ça qui est très malaisant au final. En fait, c'est qu'aussi ça joue sur un effet miroir avec la noirceur du personnage d'Eleanor Falco qui est une suicidaire en fait à la base. Et ça aussi c'était quelque chose qui joue en fait sur qui était aussi un trope de le seul qui a réussi à refaire ça avant c'était Fincher hein, sur Seven avec Somerset et John Doe. La violence du monde, elle se la répercute sur elle-même, sur son corps, tandis que lui il la répercute sur les autres. Et en fait aussi ce qui est intéressant c'est que le film quand tu parlais justement du fonctionnement de l'institution en fait c'est plus ça au final on va pas spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu mais quand tu comprends en fait c'est plus un film qui est aussi emprunte au film dossier des années 70 comme tu l'as dit et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas penser
dans sa conclusion amère en fait à ce que pouvait faire un Sidney Lumet, notamment sur Serpico ou même des films plus. Il citait Pakula aussi sur son projet de l'homme qui valait 3 milliards. Il citait Pakula justement, les hommes du président et à cause d'un assassinat. Et il dit clairement que Misanthrope a été nourri aussi par son expérience malheureuse aussi à Hollywood. Donc. D'accord. Mais en fait, tu vois, il y a plus ce côté Serpico, c'est-à-dire cette idée de quelqu'un qui veut bien faire et qui au final découvre la manière en fait dont les institutions fonctionnent et donc. Mais encore une fois, fait de manière assez humble en fait. C'est aussi une des raisons qui font que le film fonctionne, c'est que je trouve que il a trouvé un bon équilibre en fait entre en fait c'est le meilleur des deux mondes, hein. C'est l'héritage du passé, mais retranscrit de manière avec un prisme et des thématiques contemporaines en fait. Quand tu vois le début avec donc le 31 décembre, les barbecues, le feu d'artifice, c'est des gens qui font la fête et ils ne savent pas en fait qu'ils sont déjà morts. Et c'est très actuel avec tout ce qu'on vit à l'heure actuelle avec le changement climatique, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans beaucoup de films, mais c'est jamais souligné, c'est jamais moralisateur. Pour moi, je trouve ça assez fin. Oui, non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est par le langage cinématographique, encore une fois, c'est le langage de la mise en scène et la manière dont les éléments sont mis dans le cadre qui crée du sens, pas que tu perçois pas forcément, mais qu'après tu vas en analysant, en cogitant, parce que la scène est construite de manière à te marquer, les scènes même dans le film, font que justement ça va te faire travailler ta réflexion et justement tu vas développer ça, et ça c'est la force du langage cinématographique. Justement, moi je trouve que plus le film avance, enfin c'est le cas dès le début, mais à la fin c'est clairement une évidence même, il y a un travail chromatique sur le bleu et le rouge lié au gyrophare de police, comme pour te montrer, ça clignote, tu vois, c'est binaire. Le monde est binaire, le bien, le mal, le bien, le mal, le bien, le mal. Et chez ce personnage-là, même chez le rôle de la fliquette, même chez celui de Lamarck, le responsable, c'est troublé, c'est nuancé. Et les seuls moments chauds dans la photo, donc c'est Javier Rulia, hein, son chef opérateur, les seuls moments chauds, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est les moments intimes de ces flics ou de ce tueur. Il y a trois moments clés où tu vois leur intérieur aux trois, et c'est les seuls moments où, bien que ce soit froid, un peu clinique, un peu distant, il y a un peu de chaleur. Tout le reste, c'est comme si tu étais aveuglé par les néons froids des magasins de marque que tu vois. Tu as Zarowski qui est clairement cité, clairement vu, avec un cadavre d'une jeune femme devant, assassinée par ce tueur de masse. Non, mais il y a un gros travail aussi sur l'isolation des personnages via le montage. Il y a des moments, notamment sur les discours, où tu as des flics, des légers travelling sur eux, au moment du discours de Lamarck, où tu comprends en fait que chez chacun, il y a ce côté dysfonctionnel, qu'on a tous un petit vertige. On se dit, au fond, on n'est pas normaux en fait. Et on veut nous imposer quelque chose, mais notre nature même, c'est pas forcément ça. Et pareil, dans le cadre, il y a le jeu très dopalmien où elle écoute beaucoup dans le film. On voit beaucoup de plans où elle écoute, elle réfléchit, elle essaie de comprendre justement les arcanes du pouvoir. La double honnêteté en fait à deux niveaux. L'objectif à double foyer. Et ça marcherait très bien. Il y a des jeux de focale justement, comment ils portent l'attention sur un personnage dans le cadre, puis après sur un autre, en fonction de ce qu'ils comprennent. Ils déduisent aussi du plan du tueur. Non, mais je trouve que c'est vraiment un film qui est vraiment extrêmement bien mis en scène, en fait, et qui surtout avance masqué. C'est un film d'artisan, en fait. Ça fait partie des quelques bonnes surprises de l'année, puisque un mois plus tard, je crois que c'était un mois plus tard, on a eu le Donjons et Dragons, que personne n'avait attendu, dans le registre film d'heroic fantasy un peu décalé, qui était une bonne surprise. Pareil, parce que c'était un petit film d'artisan bien fait et tout. On pourrait même citer des trucs comme Mars Express, tu vois, pareil. Les Tortues Ninja. Même les Tortues Ninja. C'est marrant de parler de tout ça, mais en fait, c'est la même note d'intention qui est juste l'artisanat du cinéma avant tout. Et restons des humbles artisans, mais faisons bien notre travail. Et ce qui est intéressant aussi, on dit que c'est quand même un film urbain, c'est clairement le cas, qui te montre les arcanes de la ville, les coulisses de la ville, comment fonctionne une ville, dans les différents strates d'une ville. Jusqu'à la déchetterie. Et puis progressivement, il y a quand même l'effacement, et ça a beaucoup décontenancé certains, l'effacement de la ville. On se retrouve vraiment dans la campagne, j'ai envie de dire, sous la neige. On a un autre décorum, et là, la bestialité, elle ressort complètement, quoi. Là, il n'y a plus... Il n'y a plus les oripeaux sociétaux, les façades tombent, et là on est vraiment ce qu'on est, quoi. Même elle l'attaque avec une violence à un moment donné. Voilà, là les masques tombent. En fait, c'est clairement une scène en plus qui fait référence.
parce que les influences sont visibles, hein, mais là c'est le silence des agneaux, clairement c'est climax de fin et tout. Il les cite ouvertement. Hein. Oui, ça. Il, voilà. il avance pas masqué. Non, il les c'est cite. pas du plagiat, hein. C'est non, vraiment de l'hommage. Ce qui est intéressant, c'est que ça joue justement sur cet effet miroir quand on a parlé au début et sur la manière dont sa psyché elle fait écho à celle du tueur, etc. en fait. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est la prestation du casting qui est quand même très intéressante aussi. Shailene Woodley, c'est un cas intéressant parce que ça fait partie de ces actrices qui ont démarré, un peu, enfin pas démarré, mais qui ont et ont été sur le devant de la scène par des franchises, en plus qui viennent tous du même studio, c'était tous des trucs de chez Lionsgate, enfin des franchises divergentes, un peu comme Jennifer Lawrence par rapport aux Hunger Games ou Kristen Stewart par rapport aux Twilight, c'est-à-dire les franchises young adultes comme on dit. Et elle produit le film, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle n'a pas suivi totalement le même chemin que les deux actrices que j'ai suivies. Elle est plus restée, tu vois, dans le domaine des séries télé ou des mini-séries de luxe. Et en fait, c'est elle qui est coproductrice du film, en fait. Et je trouve que c'est pour le coup, c'est une prestation qui est très plus complexe qu'elle n'y paraît, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un des gros points forts du film. Et je trouve que, du peu de films que j'ai vu d'elle, c'est clairement un de ses meilleurs. Elle prend un vrai risque, et on peut aussi saluer Ben Mendelsohn qui fait vraiment généralement des rôles d'antagonistes un peu caricaturaux. Même j'ai envie de dire le mal alpha en fait. Oui, voilà. Et là, dans le film, il y a une réplique extraordinaire. Tu sais pas en fait qu'est-ce qu'il veut exactement d'elle. Tu vois qu'il comprend que la fille, elle est intelligente, qu'elle comprend ce tueur, qu'elle peut du coup le retrouver. Et elle lui dit à un moment donné, si c'est pour me baiser, c'est pas la peine, etc. Et il lui dit non, mais vous comprenez pas, je suis marié. Elle lui dit depuis quand? Et il dit depuis que c'est légal. C'est un dialogue qui est admirable, qui dit voilà qu'il est homosexuel. Qui dit tout en trois lignes, quoi. Sans même pas quelques mots, c'est génial. C'est la preuve en fait d'une bonne écriture de personnage. Enfin, je trouve perso, voilà. Et aussi, je voudrais souligner, en fait, c'est les deux autres responsables, à mon avis, de la réussite du film. Alors, sans parler du reste du casting, bien évidemment. Mais c'est parce qu'en fait, sur le gros travail qui a été fait sur la direction artistique pour créer une ville plus vraie que nature, c'est le travail du directeur artistique, du chef décorateur Jason Kivarsday, qui est ni plus ni moins que le chef décorateur des Daniels. Qui a fait les décors d'Everything Everywhere at Once notamment, et qui a fait un boulot remarquable. Et puis le fameux compositeur fétiche des frères Cohen et de Todd Haynes, c'est Carter Burwell qui a fait une superbe BO. Ouais, il fallait qu'on termine là-dessus. C'est vrai qu'il a un thème principal qui est très marquant, que tu as en tête très vite, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté extrêmement lyrique, mélancolique, comme une complainte, tu vois, un côté qui est en train de mourir, hein, littéralement, qui est agonisant, en fait, avec des morceaux au violon, comme ça, lancinant. Ça te prend aux tripes. Elle joue beaucoup, hein, cette musique, je trouve, dans la réussite du film. Autre tradition, du coup, dans Bien connu des services de police, pour classer définitivement cette affaire misanthrope, on va chercher des complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Johan, c'est à toi. Tu nous conseilles quoi dans le même style que Misanthrope de Damian Sifron? Alors, moi, je vais revenir dans le passé, faire un retour dans le passé, puisque je vais recommander un film que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec mon ami Aurélien Goriot-Vallès lors de la 36e chambre du Cinéphage, mais ça me semblait le meilleur complément qui soit. C'est Cure de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 1997, qui est de tous les avatars de Seven, celui qui a le mieux résisté au temps et qui a su trouver sa singularité. Alors le pitch, il est exactement, voilà, c'est-à-dire c'est c'est le pitch, c'est un officier de police, Takabe, qui enquête donc sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées avec une croix gravée dans le cou. Un jour, un jeune vagabond est arrêté près de l'endroit où a été retrouvé le dernier corps. Il est vite identifié comme un ancien étudiant en psychologie, devenu fou et ayant des pouvoirs hypnotiques, le permettant de pousser des gens à commettre des actes criminels. Donc c'est un des sommets de la filmographie de Kiyoshi Kurosawa, en plus brillamment interprété par un immense acteur que j'adore, qui était son acteur récurrent à l'époque, et qui est Koji Yakusho, qui a récemment eu prix d'interprétation, je crois, pour Perfect Waves cette année. Perfect Days. Perfect Days, pardon. Le Wim Wenders. Voilà. Immense acteur, vraiment extraordinaire, enfin, vraiment un acteur exceptionnel. Et en fait, donc, c'est un film qui est intéressant puisque c'est le seul de toute cette vague de thrillers apocalyptiques qui, en fait, a su trouver sa singularité puisque, pareil, en fait, ça explore ça démarre comme un thriller et ça se termine ça embraye comme étant un film d'horreur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers ce film, qui est aussi un des films d'horreur préférés de Martin Scorsese, et un des films préférés de Bong Joon-ho.
En fait, pour faire très simple, c'est que c'est un film qui est à la fois une synthèse de tout ce qui est arrivé dans le Japon des années 90, qui était lié un peu aux angoisses qu'on avait, c'est-à-dire aussi bien eux ce qu'ils avaient connu, parce qu'ils avaient connu la fin de la chute de la bulle économique, le tremblement de terre de Kobe, et bien sûr les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo, des milliers de victimes. Voilà ça, organisé par la secte Shoko Asahara, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en parallèle de ça, c'est aussi un des films dans lequel Kurosawa va être un des derniers représentants, c'est La peur suggestive, hérité justement du cinéma de Carpenter. Donc voilà, donc un chef-d'œuvre, un excellent film et que je vous recommande vivement. Voilà. Alors de mon côté, j'aurais presque pu vous recommander The World's End d'Edgar Wright, puisque le film a beaucoup de points communs, je trouve, avec Misanthrope, avec la starbuckisation, on pourrait dire, du monde qui uniformise absolument chaque individu. J'aurais pu vous parler de Fargo, c'était un peu l'idée que je voulais faire à la base, le lien avec Carter Bowell, l'absurde aussi qu'on n'a pas évoqué, l'humour aussi, le film est drôle aussi par moments, Misanthrope, il y a des références aux Dents de la Mer, enfin bref, cette enquêtrice, la neige, voilà. Et finalement, non, au dernier moment, je vous invite du coup à jeter un coup d'œil, à rejeter un coup d'œil au film Les Veuves de Steve McQueen, donc sorti en 2018, donc qui met en vedette, il y a Viola Davis, Liam Neeson, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Daniel Kaluuya. Bref, un registre polar assez similaire, un polar entre guillemets féminin, puisque le principe du film c'est des veuves en fait qui reprennent le business de leur mari qui était criminel, qui sont morts en faisant un braquage. Et comme Misanthrope, en fait, c'est surtout une parabole, j'ai l'impression, sur nos sociétés donc, actuelles, classées en différentes classes sociales. Ici, on est à Chicago, avec des inégalités sociales assez criardes. Et il y a un plan qui est complètement dingue, en fait, avec Colin Farrell, qui est un politicien local qui est en campagne, qui fait un discours. Il rentre dans sa voiture pour rentrer chez lui. On pourrait croire, comme c'est normalement le cas dans bon nombre de films, en fait, que la caméra va rentrer dans la voiture pour suivre en fait ce qu'il dit, et pas du tout. C'est-à-dire que la caméra est ancrée en fait sur la voiture, donc on voit vraiment le monde du point de vue de la voiture. On l'entend lui par contre en train de discuter avec cynisme de ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il ne croit absolument pas à son discours. Hein. C'est vraiment un politicard pourri et corrompu jusqu'à l'os. Et tu suis comme ça le cheminement de la voiture en à peu près 2 minutes. Hein. C'est un plan séquence. Du quartier tout pourri en fait qui est délabré, où on nous promet justement de tout casser, de changer entre guillemets les buildings, des bâtiments à taille humaine, etc. jusqu'aux beaux quartiers. Les beaux quartiers, là où habite justement Colin Farrell, de la ville. Un simple mouvement de caméra, 2 minutes, et tu passes voilà, d'un monde pourri à un monde merveilleux. Voilà, j'ai presque envie de dire, du moins celui qu'on nous vend à travers les médias, la publicité, la mode, tout ce que tu veux, le cinéma aussi. Et rien que pour ça, je vous le conseille vivement. C'est vraiment un très grand film, donc Les Veuves de Steve McQueen, sorti en 2018. L'enquête est close, on classe le dossier. On vous conseille donc grandement de placer Misanthrope de Damien Sifron en garde à vue. Merci Johan. Merci à toi Raphaël. D'avoir joué le jeu. J'espère te retrouver très très vite pour évoquer d'autres grands films policiers. Et je le rappelle, vous pouvez regarder donc ces vidéos donc sur la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine. On lit tes articles, furiosa.com, et ainsi que ton livre L'œuvre des Wachowski, la matrice d'un art social. On le trouve facilement encore ? Oui, je suis co-auteur, hein. Je suis pas co-auteur. Je suis juste co-auteur. C'est pas mal déjà. Et on le retrouve donc chez Feur d'édition, Fnac, etc. Quant à nous, on se donne rendez-vous du coup très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, ou bien à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.